Alors, bonjour et bienvenue au module 7. En fait, aujourd'hui, on va parler du contrôle des parasites et de la gestion intégrée du parasitisme. Mon nom est Simon Plaisance, je suis vétérinaire. En fait, j'ai fini en 2006. De 2006 à 2009, j'ai travaillé dans la belle région du Bas-du-Fleuve, donc dans la région de Rimouski, Matane, où il y avait quand même beaucoup de troupeaux de moutons. C'est là que j'ai pris un peu la piqûre de ce genre de médecine. Et puis, depuis 2009, je suis revenu à Granby. Puis, j'en fais encore passablement ici, là, même s'il y a quand même un petit peu moins de troupeaux. Bon, pourquoi parler du parasitisme? Parce que c'est quand même un problème qui est très fréquent au Québec. Ça affecte autant les petits que les gros troupeaux. Puis, selon le type de parasite, ça amène des problèmes qui sont différents selon le type de logement. Donc, le logement, on parle soit de logement en réclusion à l'année versus les troupeaux qui ont accès au pâturage. On n'aura pas du tout le même type de parasite. Le parasitisme, ça peut grandement affecter la productivité d'un troupeau. Donc, on parle de baisse du système immunitaire des animaux affectés, propice aux autres maladies. Donc, plus propice aux autres maladies, ça amène des retards de croissance, ça amène de l'augmentation de morbidité, donc de la maladie, et de la mortalité. Et puis, bien sûr, ça augmente les coûts de médicaments pour la prévention et les traitements. C'est quoi la définition d'un parasite? Donc, ça désigne un être vivant, animal ou végétal, qui se nourrit aux dépens de l'organisme vivant qui l'abrite. Dans notre cas, on parle du mouton. Trois catégories qu'on va parler aujourd'hui, les parasites internes, donc les vers ronds, les vers plats, parasites externes, les poux, les mélophages et les protozoaires, qui sont des petits parasites. Le plus connu des deux, là, la coccidiose, ou sinon, il y a aussi la cryptosporidiose. On va commencer par parler des principaux parasites internes et leur cycle de vie. Donc, les principaux parasites internes, on appelle ça aussi les nématodes gastro-intestinaux. On va commencer par les parasites de la caillette. La caillette qui est le vrai estomac des moutons. En fait, les moutons, c'est un ruminant, ça a le 4 estomacs. Les trois premiers, c'est des pré-estomacs et le dernier, l'estomac, c'est le vrai estomac là, qui est comme le nôtre, là, qui est glandulaire. Donc, parasite le plus important, c'est Haemonchus contortus, c'est aussi appelé le ver de poteau de barbier. Pourquoi ver de poteau de barbier? Parce que le ver femelle, celui qui pond des œufs, il est rouge et blanc. Je pense que mon image elle cache le reste de la phrase, là, mais rouge, c'est l'estomac qui est rempli de sang, puis blanc, c'est l'oviducte, donc le système reproducteur pour faire les œufs. Fait que ça fait vraiment un ver qui ressemble à un poteau de barbier. C'est un ver qui est quand même de grande taille, 1,5 à 3 cm. Par contre, juste quelques millimètres de largeur, qui est facilement visible à l'œil nu dans l'estomac. Chaque femelle peut pondre plusieurs milliers d'œufs par jour, donc on peut rapidement contaminer un pâturage. Les œufs peuvent se développer en stade L3, là, on va le voir tantôt, qui est le stade infectieux, en aussi peu que 5 jours si les températures sont chaudes et humides au pâturage. Le parasite il peut survivre plusieurs mois au champ dans des conditions humides. À l'opposé, quand on a des conditions très sèches, ça ne va pas favoriser sa survie. Et le parasite est capable d'hypobiose. Hypobiose, on va revenir tantôt. C'est un mot qu'on va entendre assez souvent, mais je vais expliquer c'est quoi ce phénomène-là plus tard. Ici, j'ai une photo. En fait, je vais utiliser mon pointeur. J'ai une photo ici, j'ai encerclé un parasite qui est sur le gant. J'avais un gant sur mon pouce. Donc, on voit qu'il y a un parasite, c'est un petit filament d'à peu près 2 cm de long, très mince. Et on voit partout, ça ici, c'est l'intérieur de la caillette, de l'estomac. Il y en a des centaines, en fait, il y en avait des milliers dans cet estomac-là. Fait qu'on voit que la caillette en était vraiment remplie. Chaque petit verre d'Haemonchus contortus est attaché à la caillette pour se nourrir de sang.
Je viens de le dire, c'est un ver qui se nourrit de sang, donc chaque strongle peut causer la perte de 0,5 ml de sang par jour. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, en des termes plus concrets? Bon, si on prend un exemple, un agneau avec 1000 vers dans la caillette pourrait perdre 50 ml de sang. S'il y en a 5000 dans la caillette, on parle de 250 ml de sang. C'est l'équivalent d'une tasse. Une tasse de sang là, chez un agneau, c'est quand même beaucoup de sang pour lui. Si on regarde une brebis qui pèse 50 kg, elle a à peu près 3 litres de sang. Fait que, il ne faut pas rester surpris. Des fois, si on a des agneaux en l'espace de 2-3 jours, là, qui vont dépérir très, très rapidement, vont devenir faibles, anémiques, puis même vont en mourir. Même chose, je parle d'agneaux, mais ça peut être des animaux adultes qui vont en mourir. Signes cliniques démoncose, anémie, donc les muqueuses pâles, l'édème sous-mandibulaire. L'édème, en fait, c'est de l'accumulation de liquide dans les tissus. Sous-mandibulaire, ça veut dire en dessous de la mâchoire. Ça va être dû à une baisse des protéines sanguines et de la faiblesse. C'est les principaux signes qu'on va voir avec ça. Aussi, je ne l'ai pas noté ici, mais surtout chez les jeunes, ça va faire de la diarrhée. C'est un parasite qui peut mener à la mort lorsque le nombre de vers est très élevé et la condition des agneaux se dégrade parfois en moins d'une semaine. Surtout 2 périodes annuelles où on voit des manifestations cliniques. Le printemps avec la sortie de l'hypobiose. On a aussi, dans ce temps-là de l'année, les femelles qui sont autour de l'agnelage, surtout pour les troupeaux qui ont un seul agnelage par année. Et la mi-juillet et le mois d'août, surtout les jeunes agneaux au pâturage là, qui vont être affectés. 2 autres parasites de la caillette. En passant, ce n'est pas important là, de retenir les beaux noms latins là, compliqués. L'important, c'est plus de retenir qu'il y en a plusieurs parasites. Donc, ce n'est pas parce qu'on n'a pas un de ceux-là dans notre élevage qu'on n'a pas les autres. Et puis aussi, il faut retenir qu'il y a plusieurs parasites qui peuvent causer des symptômes en même temps. Donc, il peut y avoir une accumulation de signes cliniques dus à plusieurs parasites. Donc, le deuxième de la caillette, Teladostargia circumsicta, aussi appelé Ostertagia, lui aussi est capable d'hypobiose, puis il résiste assez bien au pâturage, même en hiver. Donc, il peut survivre tout un hiver de temps, même au Québec, au pâturage. C'est un ver qui va envahir la paroi de la caillette puis causer des dommages cicatriciels. Donc, ce que ça va faire moins d'absorption. Signes cliniques, diarrhée, baisse d'appétit, retard de croissance et encore là, notre édème sous-mandibulaire. Maladie se voit surtout au début de l'automne puis au printemps. Et puis, il y en a un autre, là, Trichostrongylus axei. C'est un parasite qui s'apparente beaucoup à celui qu'on vient tout juste de décrire, le Ostertagia. Maintenant, un parasite du intestin, parce que son parasite du système digestif ne sont pas tous au niveau de la caillette. Il y en a qui sont au niveau de l'intestin. Alors, Trichostrongylus, c'est un petit parasite de 0,5 cm à 0,75 qui ressemble à un petit poil brun. Capable d'hypobiose aussi, puis de survie au pâturage. Ça développe dans la paroi de l'intestin. Ça va endommager la paroi de l'intestin, puis ça entraîne des pertes de sang et de protéines. Qu'est-ce que ça fait quand il y a des pertes de sang dans l'intestin? Bien, le sang est digéré et ça fait une diarrhée qui est noirâtre. Le sang, une fois digéré dans l'intestin, va prendre la couleur noire. Ça va faire aussi de l'édème sous-mandibulaire et des retards de croissance. Ça se manifeste surtout à la fin de l'été et au début de l'automne. Bon, maintenant, on va voir un peu le cycle de vie d'un nématode gastro-intestinal. Ce qu'on remarque tout de suite sur l'image, c'est qu'on a une brebis qui est au pâturage. Fait que c'est important de comprendre que le cycle de vie, il se fait au pâturage et non en réclusion dans une bâtisse. On n'a pas de problème de parasites internes comme ça, des moncus, chez les troupeaux qui sont en réclusion à l'année. Moi, je n'ai aucun de mes troupeaux là, qui sont, mettons, en réclusion à l'année, en photopériode, qui vont avoir besoin de vermifugés pour les nématodes gastro-intestinaux. Si on commence ici sur l'image avec notre crottin, nos fesses qui contiennent des œufs, les œufs vont
avec des conditions environnementales optimales, vont se transformer en larves. Larve L1, L2, L3. L3 qui est la larve qu'on appelle au stade infectieux parce qu'une fois qu'elle est ingérée par le mouton, elle va pouvoir se développer en larve d'un autre stade, le L4, puis en adulte. Ensuite de ça, les adultes, eux, à leur tour, vont pondre des œufs et puis les œufs vont être excrétés dans le fumier et le cycle recommence. Les œufs pourront être mangés par d'autres animaux et puis les animaux vont, après ça, développer d'autres adultes puis vont recontaminer le pâturage. Ce qu'on voit aussi ici sur l'image, c'est que c'est notre larve au stade L3 qui peut migrer sur l'herbe et encore là, quand il y a des conditions plus favorables, donc de la pluie, de la rosée, un été qui est plus pluvieux, beaucoup de larves vont monter plus haut sur l'herbe et vont être plus facilement broutées par les moutons. Quelques petits chiffres là, à retenir quand on veut parler de notion de rotation des pâturages, c'est que le temps séparant l'ingestion de larves L3, c'est 16 à 21 jours. Le temps de développement sur le pâturage des œufs en L3, en moyenne, c'est 2 à 3 semaines, mais on a une fourchette de temps qui est de 1 à 12 semaines. Puis tantôt, quand je présentais là, le parasite le plus important, qui est Moncus, on parlait même que les œufs pouvaient se développer en larves infectieuses en aussi peu de temps que 5 jours. À la mi-automne, les larves L4, ils arrêtent de se transformer en adultes, puis ils entrent en hypobiose dans la caillette. C'est un phénomène qui est très, très important. On va le voir en détail un peu plus tard. À l'inverse, quand on arrive au printemps, on a la sortie de l'hypobiose. On appelle ça le réveil printanier des parasites. En anglais, le spring rise, puis le cycle recommence. C'est quoi ce fameux phénomène-là d'hypobiose et de réveil printanier? C'est un phénomène qui est fréquent au Québec, justement à cause de notre climat. L'hypobiose, c'est l'enquistement des formes larvaires inhibées dans l'animal hôte. Donc, l'animal hôte ici, c'est notre mouton. Ici, j'ai une lame de microscope et ce que j'ai ici, là, c'est juste, dans le fond, une photo d'une lame qu'on a regardée au microscope et j'ai mes petites larves enquistées dans la paroi de la caillette. C'est sûr que c'est un très gros grossissement. Cet enquistement-là, il se produit à la fin de l'automne quand la luminosité et la température extérieure diminuent. Pendant ce temps-là, c'est bien important de comprendre qu'on n'a aucune ponte d'œuf. Les larves sont enquistées, on n'a pas de ponte d'œuf, donc les animaux peuvent être parasités, mais on ne verra pas à l'examen coprologique parce qu'il n'y a pas de ponte d'œuf. Ça permet aux parasites de survivre pendant tout l'hiver dans l'animal. Et puis, c'est un mode qui est essentiel à plusieurs parasites, là, surtout pour les Moncus, qui ne pourraient pas nécessairement survivre aux températures et à la durée de nos hivers québécois au pâturage. À l'inverse de l'hypobiose, au printemps, ce qu'on a, c'est le réveil printanier. Lui, il va se passer quand les journées rallongent, les températures se réchauffent. Donc, les larves qui sont enquistées se réveillent vers les mois de mars-avril. C'est souvent un réveil qui est massif, donc il y a beaucoup, beaucoup de larves en même temps qui vont se réveiller, qui vont retourner à la surface de la caillette pour devenir des adultes, puis vont recommencer à se nourrir de sang. Ça peut aussi survenir à un moment où il y a un grand stress, donc le moment auquel on peut penser facilement, c'est l'agnolage. Il y a un stress puis une baisse du système immunitaire de la brebis qui va mettre bas. Maintenant, pour le réveil printanier, ça arrive à une période qui est vraiment critique parce que c'est souvent peu de temps avant la mise à l'herbe. C'est sûr que quand on parle des mois de mars-avril, ceux qui mettent après ça les animaux à l'herbe vers la fin avril, ce qui arrive, c'est que les animaux qui ont eu beaucoup de parasites à l'intérieur d'eux, qui
qui se sont réveillés, qui se sont mis à excréter des œufs, on va avoir une grande excrétion d'œufs de la part de ces animaux-là en début de saison de pâturage. Donc, après ça, les autres animaux qui vont pâturer tout l'été vont avoir l'occasion de consommer ces parasites-là. Aussi, la plupart des brebis agnellent au printemps, surtout les troupeaux qui ont un seul agnellage par année. Donc, ces animaux-là sont déjà plus fragiles en péripartum vu la baisse du système immunitaire. C'est bien important de traiter ces brebis pour diminuer leur charge parasitaire puis diminuer l'excrétion d'œufs au pâturage en début de saison de pâturage. On va voir maintenant un peu d'épidémiologie des parasites internes. En fait, je vais décrire un peu les parasites chez l'adulte et on va voir dans la slide suivante là, chez les agneaux comment ça fonctionne. Puis après ça, on va revenir sur le petit graphique en bas. Donc, les adultes, les brebis adultes au printemps ou même les mâles, là, on a une période qui est de périagnelage et de baisse du système immunitaire qui arrive au printemps. On a un réveil printanier des larves, on a une hausse marquée de la production d'œufs. Donc, c'est notre principale source de contamination des pâturages au printemps et par le fait même des jeunes qui vont commencer à pâturer. Donc, c'est vraiment nos adultes au printemps qui vont contaminer les pâturages au printemps. Les agneaux et les jeunes animaux, à leur première saison de pâturage, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'ils n'ont pas encore d'immunité contre ces nématodes gastro-intestinaux. Ils ingèrent les larves infectieuses au pâturage, ils se contaminent et puis le cycle commence, puis les jeunes, à leur tour, vont excréter des œufs. Plus la saison au pré avance, plus les charges parasitaires augmentent chez les agneaux. Et puis c'est alors eux qui deviennent les principaux acteurs de la contamination des pâturages. Là, ça ne sera plus nécessairement les brebis comme au printemps, mais durant l'été, ça peut être les agneaux qui deviennent les principaux acteurs de la contamination. Les symptômes chez les jeunes vont être fonction de la charge ingérée, donc du nombre de parasites qui vont être ingérés, puis de l'immunité de ces mêmes animaux. Pour ce qui est des adultes en général, là, pas juste des brebis au printemps, la plupart ont une bonne immunité contre les nématodes gastro-intestinaux, même s'ils ont des parasites à l'intérieur d'eux. Pour la plupart des animaux, ça ne fera pas nécessairement de signes cliniques. Donc, ils vont développer beaucoup moins de symptômes que les jeunes. Par contre, il faut garder en tête qu'au pâturage, ils ingèrent quand même les larves puis ils vont contaminer eux aussi les prés tout au long de l'été. Si on revient ici à mon petit graphique, là, je suis désolé, les mois sont dans le bas, mais sont en anglais. Si on commence au printemps, en rouge, on a CFO, c'est la quantité d'œufs qui est excrétée par les brebis. Donc, on voit qu'elle augmente drastiquement là, au printemps avec les réveils printaniers. Elle diminue un petit peu mai, juin. Mais là, ce que ça fait, c'est que toute cette quantité d'œufs-là qui est mise au pâturage au printemps, ces œufs-là vont se transformer en larves infectieuses. Et puis là, l'infectiosité de notre pâturage augmente beaucoup au mois de mai, juin, juillet, justement quand les agneaux commencent à pâturer. Qu'est-ce qui arrive? Les agneaux commencent à pâturer, se contaminent à leur tour. Et là, en bleu pointillé, on a les comptes d'œufs de nos agneaux qui augmentent beaucoup durant l'été. Donc, eux, à leur tour, vont excréter des œufs et ça va réaugmenter notre infectiosité des pâturages dans le fond de la fin de l'été jusqu'au début de l'automne. Ça, c'est plus on a un automne, plus on a un été qui est chaud et pluvieux, plus ça va être vrai. La charge parasitaire des animaux est influencée par l'immunité de ceux-ci. Donc, les jeunes animaux, ils s'adaptent tranquillement aux parasites internes. On appelle ça l'immunité acquise. En général, à l'âge de 4 à 6 mois, là, ils commencent à avoir une assez bonne immunité. L'immunité est influencée par contre par la nutrition puis les conditions environnementales de ces animaux-là. Quand on parle d'immunité, on peut parler aussi d'autres maladies concomitantes qui peuvent avoir, par exemple, pneumonie ou coccidiose.
certains moutons ont une immunité naturelle plus forte contre les nématodes gastro-intestinaux. Ça dépend beaucoup du bagage génétique de chaque animal. Puis en règle générale, on parle d'un 20% des animaux d'un troupeau qui vont héberger 80% des parasites. On le voit ici comme une représentation dans l'image. Donc, 20% des animaux vont avoir 80% des parasites. Ces 20% d'animaux-là, c'est ceux-là qu'on ne veut pas garder au sein du troupeau parce que souvent, ça va être des animaux qui n'ont pas une bonne immunité naturelle contre les parasites, qui vont avoir tendance à excréter beaucoup de parasites et à contaminer les pâturages. Lors d'une baisse du système immunitaire, on a une hausse du compte d'œufs. Donc, meilleur exemple, c'est la période péripartum. Ça fait plusieurs fois qu'on le mentionne, mais c'est quand même très important à se rappeler. J'en ai vu plusieurs fois là, des problèmes au printemps chez des brebis dans la période péri-agnelage. Et puis, on peut parler d'une baisse du système immunitaire, c'est quand même assez prolongé, 2 à 4 semaines avant l'agnelage jusqu'à 6 à 8 semaines après l'agnelage. Les facteurs environnementaux affectent aussi la survie des parasites des températures chaudes. On parle de 25 à 30 degrés Celsius. Ça favorise la maturation des larves au pré. Sous les 10 degrés Celsius, on n'a pas de développement larvaire dans les pâturages. Certaines larves L3 peuvent survivre au pâturage pendant tout l'hiver. On l'a vu tantôt quand on décrivait les différents parasites qui peuvent être chez les moutons. Donc, ces larves-là peuvent contaminer les jeunes au printemps. L'humidité favorise le développement des larves. Si les boulettes de crottin s'assèchent, à l'inverse, le développement des larves va diminuer. Puis, un autre phénomène qui est très important à se rappeler, c'est que la migration larvaire au sol, là, les larves infectieuses L3 vont migrer plus haut sur l'herbe quand elle est humide. Donc, quand il y a beaucoup de pluie, bon, de la rosée, il y en a un peu tout le temps durant l'hiver, durant l'été, mais des étés qui sont très pluvieux, les larves ont tendance à monter plus haut sur l'herbe, donc plus de chances d'être broutées et d'infecter d'autres animaux. Par temps sec, les larves vont rester près du sol. Donc, point à retenir, un printemps, été pluvieux, ça va, avec des températures chaudes, ça va amener des charges parasitaires plus élevées. J'ai fait un petit exemple de cas clinique, dans le fond, pour mettre en valeur les notions qu'on vient de voir. C'est un cas clinique que j'ai eu il y a à peu près une couple d'années, un troupeau de 200 brebis Arcot rideau adultes avec 6 béliers sont gardés à l'intérieur de la mi-octobre à l'animé et sont au pâturage le reste de l'année. Les bâtiments de ferme avec des conditions environnementales qui sont adéquates, une densité animale qui est très bonne, une régie avec un seul agnelage par année au printemps, des brebis très prolifiques. Donc, c'est sûr, quand on parle de brebis très prolifiques, on parle de brebis qui peuvent avoir une chute du système immunitaire encore plus prononcée due à la prolificité. Les pâturages sont divisés en 3 grandes sections où les différents groupes de moutons y passent plusieurs mois de suite à paître. En ce moment, on est à la mi-mars et puis la saison des agnelages bat son plein. Description de la problématique. L'éleveur, il m'appelle parce qu'il y a un de ses 3 béliers, un de ses béliers de 3 ans qui a dépéri rapidement dans la dernière semaine. Mais c'est quand même un éleveur là, qui est très consciencieux, qui fait beaucoup de monitoring. Et puis, il a vraiment remarqué ce bélier-là, là, ça a pris 4-5 jours et il a dépéri très, très vite. Faiblesse, baisse d'appétit, il se tient à l'écart des autres. Là, une fois qu'il m'appelle, ben, le bélier, il ne veut plus se lever. Depuis ce matin, il ne se lève plus. Quand je l'examine, les muqueuses sont très pâles, donc il y a de l'anémie, puis le fumier est normal. C'est important ici de mentionner que chez l'adulte, le problème de parasitisme va rarement faire de la diarrhée, contrairement à l'agneau où on va avoir plus, mais l'adulte a tellement une bonne capacité à réabsorber l'eau au niveau la portion distale de l'intestin que le fumier va souvent être normal. Je mentionne aussi qu'il y a une dizaine de ces brebis qui sont très maigres cette année, ce printemps, puis qui ont moins de lait. Puis il y a 2 brebis qui sont mortes dans les 2 dernières semaines, mais bon, ils ne savaient pas pourquoi.
Pendant que j'examine le bélier meurt. Alors, bon, comme ça, on ne peut pas tous les sauver. Fait que je lui offre de faire la nécropsie pour voir de quoi il est mort. Et je fais aussi une coprologie. Donc, résultat de nécropsie, on le voit ici, je le montre sur la photo. Quand j'ai ouvert la caillette, c'est la photo de tantôt, il y avait des centaines et des centaines d'émoncus. Des moncus donc, qui prenaient beaucoup de sang. J'ai fait une coprologie et puis j'arrivais à 700 œufs par gramme. C'est un compte qui est très élevé. En plus de ça, probablement que c'est vraiment pas toutes ces larves-là qui excrétaient encore des œufs, parce que là, on était dans le réveil printanier. Alors, c'est pas encore toutes les larves qui étaient rendues au stade adulte puis qui excrétaient des œufs. Donc, les notions à considérer avec ce cas-là, Hémoncus, c'est un parasite qui est très fréquent et qui est dangereux. On a un bel exemple que l'immunité individuelle est très variable. Ce n'est pas toujours les plus vieux, ce n'est pas toujours les plus jeunes qui sont les plus parasités. C'est sûr qu'en général, c'est le cas, mais il faut faire un bon monitoring des animaux. Il faut toujours garder en tête que n'importe quel animal pourrait être parasité. Donc, c'est un très bel exemple du réveil printanier. Bel exemple aussi qu'il faut faire un monitoring des animaux. Si on ne traite pas tous les animaux dans un troupeau, ou même si on les traite tous, même si ce n'est pas idéal, il y a de la résistance aux vermifuges, fait qu'il faut surveiller nos animaux, ils peuvent être encore parasités. Ça nous amène à la notion de traitement et de refuge. Donc, on va parler de prévention puis de contrôle des parasites, contrôle par les traitements. Première portion qu'on parle, c'est la gestion des pâturages. Avant de parler de gestion puis de rotation de pâturage, il faut mettre, je pense qu'on ne met jamais assez d'emphase sur la qualité des fourrages. Si vous avez un troupeau de moutons ou de chèvres, vous devez avoir des fourrages qui sont de bonne qualité, donc riches en protéines et en énergie, et ce, en quantité suffisante. C'est la base pour que les animaux soient en santé et qu'il y ait un bon système immunitaire. Si on ne répond pas aux besoins nutritionnels des animaux, les animaux n'auront pas un bon système immunitaire, puis ils vont attraper toutes sortes de maladies, pas juste des parasites. Ça peut paraître évident pour certaines personnes, mais je l'ai vu souvent, c'est souvent négligé. Et puis, une fois que c'est négligé, c'est très difficile de contrôler les maladies. Il existe des fourrages bioactifs, donc c'est des plantes qui sont riches en tanins condensés et en sesquiterpènes, donc un très beau mot. Oui, en sesquiterpènes qui augmentent la capacité des animaux à lutter contre les strongs gastro-intestinaux. Il y en a 2 qui se cultivent bien au Québec, chicorée et lotier. Fait que ça peut être des plantes qui peuvent être mises dans vos pâturages qui vont aider à lutter contre les strongs. Des notions générales de gestion du pâturage. Première notion à considérer, la densité animale. Plus il y a d'animaux sur une parcelle, plus les animaux vont excréter des œufs qui vont contaminer cette parcelle-là. Deuxième notion, longueur de l'herbe. Plus les moutons broutent près du sol puis braient près des bouses, plus il y a de chances qu'ils ingèrent des larves infectantes. Donc, idéalement, on veut garder une longueur d'herbe de plus de 10 cm. C'est un problème que j'ai vu fréquemment, surtout avec des petits élevages qui ont juste une cour d'exercice avec un petit coin de pâturage qui est brouté à ras-le-sol. Ceux qui ont des petits élevages, là, puis qui ont juste un petit coin de pâturage, des fois, puis qui vont dans le fond, supplémenter avec du foin. Des fois, c'est quasiment mieux de ne pas avoir ce petit coin-là de pâturage pour pas qu'il puisse avoir le cycle de parasitisme. Parce que moi, j'ai rencontré plusieurs petits élevages qui avaient quand même des gros problèmes de parasitisme juste à cause d'un petit coin qui était pas tellement pâturé, mais qui l'était à ras-le-sol, vu la densité animale. Autre chose à considérer, c'est de garder les prés qui sont les plus à risque d'être parasités pour les animaux les plus résistants au parasitisme.
Donc, les agneaux sevrés et les agnelles de remplacement sont les animaux les plus à risque. Qu'est-ce qu'on considère comme étant un pâturage sécuritaire? Souvent, c'est une surface qui est pâturée par des animaux autres que des ovins ou des caprins au cours de la dernière année. Une surface qui a été labourée depuis le dernier passage de moutons, ou une surface fauchée, récoltée en début de saison, puis pâturée pour la première fois depuis, ou une surface laissée au repos, donc qui n'est pas pâturée depuis au moins 3 mois si les températures sont chaudes, ou 6 mois si les températures sont froides. Différents systèmes de paissance. Un petit survol, là, on va passer vite au-dessus de ça. Ça peut être discuté là, avec votre agronome ou votre vétérinaire là, si vous voulez avoir plus de détails. Il y a les pâturages en bande. Donc, on apporte une nouvelle bande d'herbe grâce au déplacement de clôture mobile à des intervalles très rapprochés. On parle de 1 à 5 jours. Ce n'est pas un système qui est utilisé fréquemment parce que ça demande beaucoup de main-d'œuvre. Ça permet par contre d'observer fréquemment les animaux. Puis en général, on voudrait une durée maximale là, de 4-5 jours dans la bande pour éviter l'ingestion de L3, surtout pour les Haemococcus. Mais c'est sûr que ce n'est pas toujours possible de le faire selon la superficie des terres à la ferme. Pâturage en rotation, c'est vraiment le système le plus utilisé au Québec. Soit la rotation simple où les moutons vont aller sur une parcelle pendant un certain temps, puis ne vont jamais y revenir durant la saison, ou rotation multiple, donc les animaux vont revenir sur la même parcelle. Si c'est une rotation multiple, idéalement, ce serait d'alterner avec une fauche pour diminuer la charge parasitaire. Et puis la rotation, elle se fait souvent aux 10 à 20 jours. Le dernier qu'on va voir, c'est le pâturage en continu. Donc, les moutons sont sur la même parcelle pendant toute la saison de pâturage. C'est une situation qui est souvent rencontrée avec de petits élevages qui ont accès à peu de pâturage et qui combinent le pâturage et l'alimentation avec du foin. Faire très attention à la longueur de l'herbe durant la saison de paissance. Si les moutons broutent l'herbe jusqu'au sol, on a un risque élevé de parasitisme. Maintenant, c'est quoi la notion de refuge? Notion de refuge, quand on parle maintenant de traitement d'animaux avec des vermifuges, on inclut toujours la notion de refuge. C'est quoi le refuge? C'est un réservoir de parasites qu'on veut qui soit sensible à un vermifuge, donc qui ne sont pas résistants. Il faut bien faire la distinction, ce n'est pas les moutons qui ont une résistance aux vermifuges, c'est vraiment les parasites à l'intérieur d'eux qui sont soit sensibles ou résistants. Après ça, pour bien comprendre la notion de refuge, il faut comprendre que dans un élevage, les parasites ils se situent à 2 endroits. Ils se situent dans les moutons, à l'intérieur d'eux, ou ils se situent au pâturage. Quand on est au printemps, à l'été, surtout avec des conditions pluvieuses, la plupart des parasites sont au pâturage. Et quand on est à l'hiver ou par temps très sec, la plupart des parasites sont dans les moutons parce qu'il y en a beaucoup moins sur le pâturage. Bon, de façon naturelle, pour une population de parasites qui ne sont pas traités, on a un faible pourcentage de ceux-ci qui vont être résistants aux vermifuges. C'est une différence au niveau de la génétique de ces parasites-là. Puis ils vont survivre au traitement. Il y en a par contre un fort pourcentage qui sont sensibles et qui ne survivront pas à la vermification. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que si on traite tous les animaux, donc tous les animaux qui ont des parasites, donc on traite tous les parasites avec un vermifuge, il va juste rester les parasites qui sont résistants à l'intérieur de ces animaux-là. Donc, si on a juste des parasites résistants, ces moutons-là vont contaminer les pâturages avec des parasites résistants. Puis, il va y avoir de plus en plus de moutons qui vont être résistants. Ici, le CEPOC a fait des fiches, là. Il y en a une ici qui illustre très bien ça.
dans la bande du haut, celle du haut, on a une approche sans refuge. Donc, ici, on décide de traiter, admettons qu'on est au printemps, là, on décide de traiter tous les moutons qui ont des parasites, donc on les traite tous. On voit les parasites qui sont à l'intérieur d'eux et on a les parasites au pâturage. Admettons, on est au mois de juin. Qu'est-ce qui arrive après le traitement? Bon, nos moutons, il reste juste des parasites qui sont résistants à l'intérieur d'eux. Puis, ces moutons-là vont excréter des parasites résistants. Donc, on augmente notre nombre de parasites résistants sur le pâturage. Et puis, après ça, avec les réinfestations successives, on a des moutons qui ont de plus en plus de parasites résistants et on a de plus en plus de parasites résistants au pâturage. À l'inverse, si on utilise le concept de refuge, donc on revient avec nos 5 moutons, on est au mois de juin, on les traite, on en traite juste 60%. Il y en a 2 qu'on ne traitera pas. Qu'est-ce qui arrive quand on ne les traite pas? Ben, eux, ils vont continuer à excréter des parasites qui ne sont pas résistants. Donc, on va avoir vraiment un phénomène de dilution. On va avoir des moutons qui vont excréter des parasites résistants, mais on va en avoir aussi qui vont excréter des parasites non résistants. Fait que pour ce qui est des parasites sur le pâturage, on va garder un nombre assez constant là, de parasites résistants versus non résistants. Puis, ça va permettre d'avoir des moutons qui vont avoir moins de parasites résistants. Donc, quand on va avoir besoin d'un traitement, ça va être plus facile de les traiter. Prévention et contrôle, on parle encore de notion de refuge. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut considérer quand on veut choisir des animaux pour notre refuge? Il faut prendre des animaux adultes qui sont en santé pour le refuge. Donc, on va se fier à leur état de chair. Donc, on ne prendra pas nécessairement les animaux les plus maigres. On va se fier aussi beaucoup à la couleur des muqueuses. S'il y en a qui ont fait déjà le PISAC avec votre vétérinaire, il devrait vous avoir remis une carte à Macha, qui est une petite carte où on a un comparatif de couleur de la muqueuse à l'intérieur de l'œil pour nous aider à choisir si on traite ou pas un animal. On va se fier aussi à l'historique de parasitisme. On va se fier à des signes cliniques comme l'édème sous-mandibulaire qu'on parlait, le bottle jaw en anglais. On peut se fier à de la diarrhée. Au contraire, là on parle des adultes, les jeunes, ça ne devrait pas faire partie, selon moi, là, ils ne devraient pas faire partie de nos refuges parce qu'ils n'ont pas assez d'immunité, ils sont trop sensibles aux parasites et puis la situation peut dépérir trop vite. Donc, pourcentage des animaux qu'on devrait traiter, ça devrait être au maximum 80 à 85% des moutons. Et souvent, moi, quand je fais des recommandations, là, ça va quand même en bas de ça. C'est vraiment pas tous les animaux qui devraient être traités. Oui, les jeunes, mais les adultes en bas de santé, là, vraiment, ils ne devraient pas tous être traités. Il faut faire un suivi constant des animaux. Il faut bien surveiller pour toute apparition de signes cliniques de parasitisme. Puis éviter de traiter tous les moutons, surtout durant la saison hivernale. Pourquoi? Parce que l'hémoncus survit très peu pendant l'hiver au pâturage. Donc, en arrivant au printemps, on n'a plus vraiment d'hémoncus. Il n'y a plus vraiment de parasites sur les pâturages. Donc, on n'a plus vraiment de refuge de parasites de parasites qui sont sensibles au printemps, quand on parle des pâturages. Fait que si on traite toutes nos brebis puis qu'on tue tous les hémoncus sont tués, il va juste rester les résistants dans les brebis. C'est ça qui va être excrété au pâturage. Donc, on a un risque de développement rapide de résistance au vermifuge dans ce cas-là. Maintenant, pour ce qui est de la vermification, traiter tout un troupeau en entier avec un vermifuge, ça ne devrait plus être une option. On a de plus en plus de résistance au vermifuge qui sont utilisés depuis longtemps. Quand on parle de fenbendazole ou Livomex, des assez vieilles molécules qui ont beaucoup de résistance maintenant.
puis on veut diminuer au maximum l'apparition de résistance à des nouvelles molécules. Ici, on a un tableau qui est assez complet, là, qui a été fait encore par le CEPOC, avec nos noms de molécules non commerciales, pourquoi que ça traite, comment qu'on le donne. En fait, l'important, ce n'est pas de savoir ça par cœur, mais ça nous montre qu'on a quand même plusieurs molécules. Il y en a, on est chanceux, on a quand même des nouvelles, mais il faut faire en sorte qu'on ne développe pas de la résistance rapidement à ces nouvelles molécules-là. Qu'est-ce qu'il faut considérer comme point quand on choisit un vermifuge? Ben, c'est quoi les espèces de parasites qui sont présentes? C'est quoi l'histoire de traitement et l'efficacité thérapeutique? On évite maintenant de traiter là, avec plusieurs vermifuges différents durant la même année. Souvent, on va essayer d'utiliser un vermifuge pendant 2-3 ans avant de faire une rotation. C'est quoi l'âge puis la finalité des animaux à traiter? Hein, parce qu'il faut se rappeler que pour la plupart, ces vermifuges-là ont des délais d'attente pour ce qui est de la viande, des résidus dans la viande. C'est quoi le statut physiologique des animaux à traiter? Sont-ils en gestation, en lactation? Il y a certains vermifuges qui peuvent être nocifs pour des brebis en gestation. Et puis, c'est quoi le moment de l'année? Après ça, un point important côté dosage et poids des animaux. Si on en a juste un à traiter, ben c'est facile, on peut le peser, puis on utilise le bon dosage. Par contre, si on a tout un troupeau, souvent on va peser les plus gros d'un même lot, puis doser selon ce poids pour éviter de sous-doser les animaux. On peut faire aussi des sous-groupes là, quand on a tout un troupeau à traiter. Admettons, on va faire un poids moyen pour les agnelles et puis un poids moyen pour les brebis, là, encore en se fiant aux plus gros animaux de ces sous-groupes-là. Maintenant, on va parler de dépistage des parasites par la coprologie. Coprologie qui est l'analyse des selles. Il faut comprendre que les vers adultes sont parfois visibles à l'œil nu, mais les œufs dans le fumier, ils ne sont pas. Donc, l'analyse des selles par un examen des matières fécales au microscope est alors de mise. Les buts de la coprologie, c'est faire un test diagnostique sur un animal malade, voir si c'est dû à des parasites, trouver quel type de parasite qui est dans ce troupeau-là ou sur cet animal pour établir un plan de traitement. Si c'est des nématodes gastro-intestinales par rapport à la coccidiose, ce ne sera pas du tout le même traitement. Puis ça, on va pouvoir le voir à la coprologie. Faire un compte d'œufs par gramme pour avoir une idée de la charge parasitaire d'un animal. Puis ça peut aussi nous permettre de vérifier l'efficacité d'un traitement ou de détecter la présence de résistance à un vermifuge. Comment est-ce qu'on peut faire ça pour vérifier l'efficacité d'un traitement ou détecter la présence de résistance? On peut faire un test de réduction du compte d'œufs. Idéalement, ça se fait sur une quinzaine d'animaux. On prend ceux qui sont les plus susceptibles d'être parasités. On fait la première analyse le jour du traitement. Donc, en même temps qu'on traite, on prend l'échantillon de sel. Puis, la seconde analyse est faite 10 à 14 jours plus tard sur les mêmes animaux. Si le vermifuge est encore efficace, donc s'il n'y a pas de résistance, il devrait tuer les parasites, puis il n'y aurait plus de ponte d'œufs. Donc, on devrait avoir une diminution de 95% du compte d'œufs. Si ce n'est pas le cas, on peut suspecter de la résistance. Comment on prend les échantillons? Quand même important pour s'assurer d'avoir des résultats qui sont fiables. On prend environ 10 grammes, donc la taille d'une balle de golf de crottin. On met ça dans un petit sac Ziploc ou un gant individuel. Si le fumier est liquide, on met ça dans un petit pot à urine là, pour que ça se transporte mieux. Et puis, on va réfrigérer ça le plus vite possible, puis apporter ça le plus vite possible à la clinique vétérinaire pour que ça soit fait à la clinique ou dans un laboratoire externe. Pour ce qui est des échantillons individuels, souvent, c'est assez facile de les prendre directement du rectum de l'animal. Maintenant, pour l'échantillon d'un troupeau, on peut prendre une dizaine d'échantillons sur 10 animaux au hasard pour faire un pool. Un pool, c'est un mélange de fumier de plusieurs animaux.
ce que ça permet de faire, les poules, ça permet de diminuer le nombre d'analyses à faire et de diminuer les coûts de celles-ci. Il faut cibler le groupe d'animaux dont on veut connaître la charge parasitaire, par exemple brebis taries versus brebis allaitantes versus agneaux. Pour un groupe, ça peut être pris directement du rectum ou ça peut être pris au sol. Si c'est pris au sol, c'est important d'être fait dans l'heure qui suit l'excrétion. Par exemple, si vos moutons passent la nuit à l'intérieur, vous les sortez le matin, souvent en sortant, là, il va être possible de ramasser beaucoup de crottins frais. Et puis, c'est important que vous ne fassiez pas vous-même les poules. Le laboratoire va les faire pour que ça soit assez stable comme échantillonnage. Donc, gardez chaque échantillon individuel avant de les amener. Ici, on a des exemples de photos au microscope de parasites. C'est juste pour vous montrer qu'à la coprologie, dans le fond, on peut voir quel type de parasite est présent. Ici, c'est mon Moncus, celui qu'on parlait tantôt. Là. Maintenant, pour ce qui est de l'interprétation des comptes d'œufs, parce que quand on reçoit un résultat de coprologie, on a un nombre d'œufs par gramme de fesses avec le type de parasite qui est présent. C'est en règle générale, moins de 100 œufs par gramme, on dit que c'est quand même faible comme excrétion. 100 à 500, c'est moyen. Et plus de 500 œufs par gramme, là, c'est fort, c'est un seuil d'alerte. Ça peut engendrer des problèmes de santé chez ces animaux-là. Bien sûr, ces résultats-là sont interprétés avec l'âge des animaux. Les très jeunes animaux sont beaucoup plus à risque. Donc, on a un animal une fois qu'il y a 400 œufs par gramme, s'il est très, très jeune, ça peut être pire que sur une brebis adulte de 5 ans en pleine santé. C'est quoi le stade par rapport à l'agnelage? C'est quoi aussi notre temps de l'année auquel on a pris nos coprologies? Et puis, il faut que ça soit comparé avec les indicateurs cliniques, croissance, état de chair, couleur des muqueuses. C'est quoi les limitations de la coprologie? Le compte d'œufs, il ne représente pas toujours la quantité de vers adultes présents dans l'animal. Donc, les larves en développement et puis les mâles, ils ne pondent pas d'œufs. Donc, eux, ils ne participent pas au nombre d'œufs qu'on voit à la coprologie, mais par contre, ils participent aux symptômes et aux signes cliniques qu'ils vont faire chez l'animal. Il y a certains parasites aussi qui vont causer des dommages sérieux avant d'avoir commencé à pondre. Aussi, ce n'est pas utile pour détecter des parasites qui sont en dormance, donc en hypobiose. Donc, attention au moment qu'on choisit pour faire les coprologies. On le voit ici. Encore en bas, on a les mois de l'année. Donc, quand on a nos larves qui sont en hypobiose, nos œufs qui sont excrétés sont très, très bas. Avec notre réveil printanier, ça monte très, très vite pour redescendre peu à peu. Puis, ça remonte là, comme on avait vu, vers la fin de l'été. Et puis après ça, nos larves en hypobiose qui recommencent et nos comptes d'œufs qui recommencent à baisser. D'autres limitations de la coprologie, c'est l'interprétation des comptes d'œufs fécaux lors de poules. Il faut se rappeler la règle du 20-80. Un exemple, si j'ai 10 agnelles d'1 an dans mon groupe, il y en a 8. Admettons que j'ai ferais tous individuellement, il y en a 8 qui seraient à 50. 2 qui seraient à 800, ça nous donne une moyenne de 200 œufs par gramme. Donc, ça serait un groupe qu'on ne considérait pas tellement à risque, mais on en a quand même 2 qui sont à 800. Et eux sont très à risque avec la quantité d'œufs, donc qui représentent probablement qu'ils ont beaucoup, beaucoup de parasites à l'intérieur d'eux. Donc, si on ferait juste un pool, ça ne permettrait pas de détecter ceux-là. Donc, c'est important de continuer à faire du monitoring pour garder à l'œil l'état général des animaux en tout temps. Mais il faut se rappeler que l'avantage des poules, c'est que les coprologies, ça a un coût. Fait que c'est sûr que de tester 10 brebis à 35 $ ou 40 $ l'analyse, c'est beaucoup plus dispendieux que de faire un pool.
C'est quoi la gestion intégrée du parasitisme gastro-intestinal? Donc, c'est une stratégie, ça va être des stratégies qui vont être adaptées à vos besoins. Et puis vient avec ça aussi la campagne PISAC. Fait que je glisse un mot là-dessus. Je ne sais pas si la plupart d'entre vous l'avez déjà fait avec votre vétérinaire. C'est quelque chose qui est toujours en place, qui peut être fait. Juste en parler avec votre clinique vétérinaire, là. Donc, c'est quoi l'objectif de la gestion intégrée? C'est une approche de contrôle du parasitisme qui fait intervenir donc, plusieurs techniques afin de ralentir le développement de la résistance aux vermifuges, tout en favorisant la santé des animaux. Il y a plusieurs thèmes qui sont inclus là-dedans. Donc, la notion de refuge qu'on a vu tantôt. Après ça, il y a la résilience des animaux. On n'a pas parlé encore. Un animal qui est résilient face aux parasites, c'est qu'il a la capacité de tolérer une infestation parasitaire. Bon, on l'a vu un petit peu tantôt quand on parlait de la résistance naturelle que certains animaux avaient face aux parasites. Les parasites peuvent s'établir dans l'animal et pondre des œufs normalement, mais l'animal n'en est pas affecté cliniquement. En gestion intégrée, c'est surtout ces animaux-là qu'on veut sélectionner. À l'inverse, ceux qui sont année après année très parasités, on veut les réformer. Ça nous amène aussi, dans la gestion intégrée, à faire des traitements ciblés et sélectifs. Donc, on revient à notre notion de refuge et puis on répète que le traitement systématique de tout le troupeau, c'est pas de mise. On a parlé à plusieurs reprises, faire du monitoring puis du suivi clinique avec les signes cliniques, la couleur des conjonctives, l'état de chair. Ça inclut aussi la gestion des pâturages et ça inclut le suivi de l'efficacité thérapeutique là, qui peut être fait par les coprologies. La campagne PISAC, ce que ça fait, c'est que ça permet d'établir un plan stratégique pour votre élevage avec votre vétérinaire. C'est de l'information de sensibilisation sur le parasitisme gastro-intestinal et ça donne accès à des analyses coprologiques là, plusieurs fois pendant l'année qui sont gratuites. C'est subventionné par le MAPAC. Par contre, pour avoir droit à cette subvention-là, il n'y a pas le choix, il faut être détenteur d'une carte de producteur. Ici, là, j'ai oublié d'enlever des points d'interrogation, mais il faut être propriétaire de minimum 10 moutons ou chèvres adultes. Puis même si vous avez des alpacas ou des lamas, vous êtes aussi admissible. Il faut que vous ayez par contre votre carte de producteur. Puis je crois que c'est 5 alpacas ou lamas adultes minimum dans le troupeau. Ici, j'ai marqué mouton, là, mais vraiment, les chèvres, alpacas et lamas sont inclus dans le programme. Il y a beaucoup d'informations en ligne sur le site du MAPAC et aussi sur les fiches informationnelles qui sont accessibles à tous. Vous avez juste à taper PISAC dans Google ou aller voir sur le site du CEPOC pour tout ce qui est des fiches sur la gestion intégrée. Il y a plusieurs de mes photos, de mes diagrammes qui viennent de ces fiches-là. Très, très bonne source d'information. Puis il y a aussi des vidéos d'information qui sont disponibles sur le site du CEPOC. Je vous invite à aller voir ça, c'est très bien fait. OK, on a fini pour ce qui est des parasites internes. On va parler, en fait, des parasites gastro-intestinales. On va parler maintenant un petit peu des parasites externes. Les principaux qui sont rencontrés au Québec, on parle de poux, de mites et de maloupage. Le principal, celui qu'on voit le plus souvent, c'est les poux. Les poux, on les voit surtout à l'hiver, lorsque les animaux sont confinés. Les poux, il y en a 2 types, broyeurs ou suceurs. Au Québec, c'est surtout des poux broyeurs qui sont là dans la grande majorité des cas. Je vois que ma photo remplace la tête du poux. C'est bien ça. La petite caméra qui est sur la tête. Après ça, les signes cliniques. Bon, le prurite, grattage et démangeaison, perte de laine, surtout au niveau du dos,
Et la première cause à penser lorsqu'on a ces symptômes chez plusieurs animaux en réclusion, c'est vraiment les poux. Sont visibles à l'œil nu, ils ne sont pas toujours faciles à trouver, mais ils sont visibles. Souvent, je vous recommande de chercher la jonction entre la perte de laine et la laine qui est saine. Et vous allez voir un petit point brun pâle qui bouge à la surface de la peau et non à la surface de la laine. On l'a dit, souvent, la zone du dos qui est touchée. Pour ce qui est des traitements, ce qui est important à retenir, c'est que les insecticides traitent seulement les poux adultes. Donc, il faut absolument faire 2 traitements à 2 à 3 semaines d'intervalle parce que les œufs qui ont été pondus avant le premier traitement, dans le fond, les œufs qui étaient présents sur l'animal, eux vont devenir adultes, puis il va falloir les tuer lors du deuxième traitement d'insecticide. Aussi, il faut traiter tout le monde dans le troupeau parce que ceux qui ne sont pas traités, ils vont devenir le réservoir pour recontaminer le reste du troupeau. Mélophage, aussi appelé barbin, faux poux, facilement visible à l'œil nu, plus rare par contre, il se nourrit de sang. Il cause aussi du prurite, de la perte de laine, de l'anémie, puis c'est aussi traité avec des insecticides topiques. Une petite note là, sur le traitement des parasites externes. On ne veut pas utiliser des vermifuges à large spectre, surtout quand on pense à l'Ivomec. Il se fait en version topique qu'on utilise souvent chez les bovins, mais il n'est pas homologué chez les moutons. Il se fait par contre en sous-cutané et oral qui est homologué, mais ça traite ça aussi tous les parasites internes. Donc, ça va favoriser le phénomène de résistance aux parasites, comme on a vu tantôt. Et puis, ça a aussi un coût qui est plus élevé que les insecticides là, topiques. Encore une fois, il faut bien doser le produit en fonction du poids des animaux. Les mites, donc c'est des acariens. On en a plusieurs types qui peuvent affecter les petits ruminants. Le plus fréquent, c'est la gale coréoptique, communément appelée gale du pâturon. Justement, ici, on en a un exemple avec des croûtes, des gales au niveau d'un pâturon. Ça ici, c'était sur une chèvre. Ça affecte surtout la région postérieure du bas des pattes. Ça peut aussi affecter parfois le scrotum, puis même compromettre la reproduction. Donc, signe clinique. Ça fait un prurite intense, puis quand même beaucoup de douleur, puis ça fait des croûtes épaisses dans les régions affectées. Personnellement, j'en ai vu pas mal plus souvent chez les chèvres que les moutons, même si j'ai plus de clients avec des moutons, puis avec des plus gros troupeaux. Donc, j'aurais tendance à dire qu'on le voit pas mal plus souvent chez les chèvres. C'est pas aussi contagieux que les poux. C'est souvent des cas isolés. Et puis, on traite ça encore une fois avec des insecticides topiques, 2 traitements à 10 à 14 jours d'intervalle. Dernière classe de parasites, les protozoaires, qui sont des petits parasites du système digestif. La coccidie, c'est un parasite qui est très fréquent dans nos élevages. C'est un des problèmes les plus importants dans les élevages québécois chez les agneaux. Donc, c'est un protozoaire, Emeria, qui est microscopique, qui se développe dans les cellules épithéliales de l'intestin, donc les cellules à la surface interne de l'intestin. C'est un parasite, une fois qui est à l'extérieur de l'animal, qui est très, très résistant dans l'environnement, qui est difficile à... C'est un œuf qui est difficile à tuer. Ce n'est pas un parasite là, qui va devenir un ver. C'est vraiment un parasite qui est tout petit, qui est microscopique et qui va rester de cette grosseur-là. Le cycle de maturation du parasite, ça prend une vingtaine de jours à l'intérieur du petit et du gros intestin. Donc, les signes cliniques peuvent apparaître chez les agneaux aussitôt qu'à partir de 20 jours, rarement avant ça. Le parasite, quant à lui, chez l'adulte, il est souvent asymptomatique à cause que l'adulte va avoir une immunité qui se développe avec le temps contre la coccidiose, mais les adultes restent cependant des porteurs sains qui peuvent excréter les coccidies, puis ils vont souvent en excréter plus près de l'agnelage dû à la baisse du système immunitaire. Ici, là, ce qu'il y a en dessous de ma photo, c'est des photos de différents coccidies. Là.
parce qu'il y a différents types de coccidie sur des lames au microscope. La coccidiose chez les jeunes, les agneaux se contaminent en ingérant la coccidie dans l'environnement. Les symptômes peuvent apparaître à partir de 3 semaines d'âge, mais plus fréquemment, on va voir des symptômes entre 6 à 12 semaines d'âge, souvent reliés à un stress. Le plus gros stress pour les agneaux, souvent, c'est le sevrage. Signes cliniques, diarrhée profuse, fait que l'arrière-train va être souillé. Souvent, ça peut être noir, donc du sang digéré, parfois avec du sang frais visible, là, si c'est plus des coccidies au niveau du gros intestin. Ça amène des retards de croissance, de la déshydratation, de la faiblesse et ça peut causer la mort. Ce qui est bien important de comprendre, c'est que ça cause aussi à l'animal qui est malade une baisse du système immunitaire et puis ça amène un risque plus élevé pour d'autres maladies, surtout la pneumonie. Donc, quand vous avez des problèmes de pneumonie à grande échelle dans votre troupeau, pensez aussi à regarder si vous n'avez pas des problèmes de coccidiose, même si vous n'avez pas de diarrhée. Vous pouvez faire une coprologie, puis regarder, des fois, c'est assez surprenant la quantité de coccidie que vos animaux ont, puis qu'ils doivent combattre, même s'ils n'en ont pas de signes cliniques. Facteur de risque, humidité, densité animale élevée, un problème qui est fréquent dans nos élevages en réclusion à l'intérieur. Les troupeaux qui ne nettoient pas assez souvent, surtout en hiver, vont avoir plus de coccidiose. Ceux qui ne mettent pas assez de litière, donc plus de chances aussi d'ingérer grande quantité de coccidie pour les agneaux. Aussi, souvent les âges des agneaux par rapport au début des agnelages dans un parc donné, ça va affecter, donc ça va plus affecter les agneaux qui naissent les derniers dans un lot parce qu'ils ont plus de chances de s'infester massivement parce que les jeunes puis les autres brebis qui ont tout agnelé en ont excrété beaucoup dans l'environnement avant leur naissance. Maintenant, pour ce qui est de la prévention de la coccidiose, le point le plus important avant de parler de médicaments, c'est vraiment de diminuer les facteurs de risque. Donc, on vient d'en parler, là, il faut avoir un environnement qui est le plus sec et le plus propre possible pour les agneaux. Il faut nettoyer fréquemment, mettre plus de litière propre, puis donner accès aux agneaux où les brebis ne peuvent pas aller. Souvent, ça reste plus propre. On a souvent la possibilité d'avoir des lampes chauffantes là, puis ça diminue le stress sur les agneaux. En fait, moi, j'ai plusieurs élevages qui me disent qui mettent des anticoccidiens dans l'alimentation, puis qui n'arrivent quand même pas à combattre la coccidiose, puis ils ne comprennent pas pourquoi, mais souvent, c'est parce que ça, ici, c'est pas fait, il n'y a pas assez de nettoyage, c'est pas assez propre, c'est trop humide. Prévention médicale, donc c'est des additifs alimentaires. C'est très utilisé en production intensive. Souvent, c'est ajouté par la meunerie à la moulée, supplément minéral. Ce qui est utilisé, c'est du sodium de monensin, sulfate de décoquinate, l'azalocide sodique. La plupart du temps, c'est donné aux agneaux. Ça peut être donné aussi aux brebis, mais souvent, c'est donné aux agneaux, là, soit 0 à 2 mois ou 0 à 4 mois d'âge. Mais il faut se rappeler qu'avant 3-4 semaines d'âge, les agneaux consomment très peu de moulées ou de suppléments. Donc, ça amène une certaine protection, mais elle n'est vraiment pas optimale parce qu'ils n'en consomment pas assez. Ça peut aussi être donné aux brebis en fin de gestation pour diminuer leur excrétion de coccidie puis diminuer la contamination des parcs. Vous pourrez voir avec votre vétérinaire qu'est-ce qui peut être le mieux pour votre troupeau comme additif alimentaire. Ce qu'il faut se rappeler, c'est que ça vous prend une prescription du vétérinaire pour pouvoir acheter et faire mettre ces produits-là à la meunerie. Maintenant, il existe aussi une prévention médicale qui peut être faite avec le toltrazuril, qui est un médicament oral qu'on donne juste une dose. C'est homologué chez l'agneau. En prévention, ça marche très, très bien. Ça va tuer tous les stades des coccidies, là. Donc, c'est un très, très bon médicament. Ça peut aussi servir de traitement quand les animaux, on se rend compte qu'ils en sont malades. Ce qu'il faut faire attention, c'est que ça a un long retrait de viande, 48 jours chez le mouton. Je le répète encore, ces produits-là ne compensent pas pour une régie de l'environnement qui est déficiente. Il ne faut pas s'imaginer que
Si c'est trop humide, trop sale, que c'est jamais nettoyé, les médicaments vont faire la job. En traitement, les cas doivent être traités avec les médicaments. Donc, n'essayez pas de traiter des cas cliniques en donnant de la moulée avec des anticoccidiens. Ça ne marche pas. C'est pas assez. C'est plutôt des coccidiostatiques, donc c'est pas assez drastique comme traitement. Il y a plusieurs produits qui sont disponibles, les sulfats, l'amprolium, toltrazuril. Personnellement, j'aime beaucoup le toltrazuril parce qu'il marche très bien et puis c'est juste une dose. Deuxième cas clinique, on va revenir sur des notions qu'on a vues. Donc, un troupeau de 30 brebis adultes, 2 béliers, 45 agneaux gardés à l'intérieur la nuit et à l'extérieur le jour, le printemps, été et automne. Donc, un petit troupeau. Les éleveurs ont des moutons depuis seulement 3 ans à cet endroit, mais les animaux adultes proviennent d'un même élevage qui allait au pâturage l'été. Donc, puis ils ne connaissaient pas le statut de parasitisme en achetant cet élevage-là. Il n'avait pas fait de coprologie. Vieux bâtiment de ferme avec d'humidité élevée, température froide pendant l'hiver, pas des belles conditions. Les animaux sont gardés à l'intérieur la nuit et à l'extérieur le jour pendant le printemps, l'été et l'automne. Un seul petit pâturage utilisé tout au long de l'année. Les animaux broutent l'herbe ras le sol une bonne partie de l'été. La densité animale à l'intérieur est élevée. Les parcs sont gardés et les parcs où sont gardés les animaux sont sur litière accumulée et ce n'est pas vidé assez souvent. On est à la fin juillet. Les températures extérieures ont été très chaudes et humides avec beaucoup de précipitations depuis un mois. Les signes cliniques, on a une quinzaine d'agneaux qui ont le derrière souillé avec du fumier liquide. On n'a aucun signe clinique chez les adultes. La croissance des agneaux est suboptimale. Il y a certains même qui sont venus à faire des radais. Depuis 2 jours, il y a 3 agneaux qui ont maintenant de la difficulté à se lever, donc faiblesse, déshydratation, peu d'appétit, diarrhée sévère, ils ont une queue très pâle, ils ont de l'anémie. Qu'est-ce qu'on fait? On fait des examens coprologiques sur les animaux malades et qu'est-ce qu'on trouve? On trouve des strongs, donc 600 œufs par gramme, ce qui est beaucoup, et 3 plus de coccidie. 3 plus, en fait, les coccidies ne sont pas notés en œufs par gramme, mais en 1, 2 ou 3 plus. Donc, ce qui veut dire qu'il y a beaucoup aussi de coccidie chez ces agneaux-là. On fait l'examen coprologique d'un agneau qui est en pleine forme, quant à lui, 200 œufs par gramme, donc pas mal moins parasité par des nématodes gastro-intestinales, mais lui aussi a 3 plus de coccidie. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là? Il faut traiter absolument les 2 conditions. C'est quoi les notions, dans le fond, qu'on voit dans ce cas-là par rapport à ce qu'on a vu plus tôt là, dans la conférence? L'âge et l'immunité, donc l'impact sur la vitesse d'apparition des signes cliniques. Souvent, les jeunes sont plus à risque. L'importance de la coprologie pour établir un diagnostic, pour identifier le ou les parasites qui causent problème. Dans ce cas-ci, on en avait 2 types. Si on aurait traité juste un type de parasites, ça n'aurait pas fonctionné parce que, en fait, je ne l'ai peut-être pas mentionné, là, mais il n'y a pas de vermifuges là, qui vont traiter et les nématodes gastro-intestinales et la coccidie. Ça prend vraiment 2 traitements différents. Les conditions environnementales, ici, ils ont eu un impact sur les 2 maladies. Puis il n'y a pas juste les conditions, dans le fond, c'est les conditions qui sont vraiment suboptimales. Là. Densité animale trop élevée, trop d'humidité, ça a un impact aussi souvent sur le système immunitaire des animaux. Notion de traitement et refuge. On ne veut pas traiter le troupeau en entier. Ici, on veut probablement traiter tous les agneaux, mais les adultes, on ne va pas tous les traiter. Et monitoring, il faut garder un œil attentif. La situation peut se dégrader rapidement. Dernier parasite, cryptosporidiose. Cryptosporidiose, c'est aussi un petit parasite unicellulaire qui est microscopique du petit intestin qui fait de la malabsorption, maldigestion. Ça cause de la diarrhée entre 1 et 4 semaines de vie pour les agneaux. En fait, c'est un problème qu'on voit beaucoup plus fréquemment dans les élevages de bovins. On
on le voit un peu moins fréquemment chez les agneaux. Après l'âge de 4 semaines, souvent les animaux vont développer une assez bonne immunité contre ce parasite-là. Signes cliniques du parasite causent la malabsorption, maldigestion, de la diarrhée, déshydratation, dépression, cachexie, et ça peut mener à la mort. Faire attention, comme c'est une maladie qui peut survenir comme à une semaine d'âge, ça peut ressembler beaucoup à une infection à E. coli, qui est une bactérie qui peut causer aussi la diarrhée sévère en jeune âge, que personnellement, j'ai vu beaucoup plus fréquemment dans les élevages de moutons au Québec. Facteurs favorisants, donc, un peu comme la coccidie, densité animale élevée, humidité, malpropreté. Il n'y a pas de traitement pour ce parasite-là. Et comment on va le diagnostiquer, c'est soit à la coprologie ou en nécropsie. Et il faut faire attention, c'est une zoonose, ça peut se transmettre à l'humain et chez l'humain, ça fait aussi une grosse entérite. Donc, merci de votre attention. C'est tout pour ma conférence. J'espère que vous avez apprécié et je vous souhaite une bonne fin de journée.